Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 188. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, avant de te laisser en bonne compagnie avec Lucie Castel pour l'épisode de la semaine, je prends une petite minute de son temps pour t'inviter à la dernière masterclass gratuite de notre campagne d'inscription du printemps de la formation Devenir écrivain projet best-seller. Et c'est moi, Johanna Vogel, la coach de projet littéraire de l'ICAR, qui te propose ce dernier rendez-vous sur le thème 3 clés pour aller au bout de ton roman. Si tu écris ton premier roman ou que tu as essayé à plusieurs reprises d'écrire une histoire sans aller au bout, retrouve-moi ce jeudi 25 avril à 20h sur Zoom en t'inscrivant à l'adresse licar.fr/masterclass, licar licares.fr/masterclass. Tu trouveras aussi ce lien dans la description de ce podcast. Commencer un roman, c'est pas ce qui est le plus difficile, mais par contre, terminer un roman, là les choses se compliquent. Tu peux te lasser de ton projet en cours de route, pour tout un tas de raisons, toujours sauter d'une idée à l'autre et te retrouver avec beaucoup de romans commencés et aucun terminé, comme tu peux bloquer au milieu de ton histoire car tu as épuisé tes idées par exemple et tu ne sais pas quoi faire pour la suite. On en parle jeudi, je te donne des conseils et des astuces pour ne pas perdre ta motivation, pour canaliser ta créativité et pour aller au bout de ton projet de roman en 2024. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast qui est consacré à la description et plus particulièrement à 3 erreurs récurrentes sur les descriptions. Ah, les descriptions. Alors là, c'est vraiment la technique narrative la plus casse-gueule, si tu peux me permettre l'expression. Pourquoi? Parce que on veut tout mettre et rien mettre et mettre n'importe quoi dans les descriptions et le problème, c'est que ça fait partie des passages qui plongent le lecteur dans ce qu'on appelle une lecture passive. C'est-à-dire que les descriptions, lorsqu'elles sont mal gérées, elles sont dans l'information descendante et du coup, le lecteur n'est pas associé à cette description et ça reste une lecture qui devient très froide et le lecteur risque de décrocher de la narration et de l'intrigue. Alors ce que tu veux évidemment éviter, c'est que le lecteur décroche et pose ton livre sur sa table de chevet et ne le reprenne quasiment jamais. Donc c'est important de garder l'attention du lecteur. Et du coup, la description avec les explications font partie des techniques narratives très pointues et sur lesquelles il faut faire attention. Et souvent, je dois dire que c'est une technique que les auteurs aiment bien parce que ça leur permet de déployer tout leur talent d'écriture beaucoup plus que dans les dialogues, qui ont une technique qui est beaucoup plus terre à terre, si je peux dire. Alors que là, la description, on peut faire des jolies métaphores, on peut mettre, des mots un peu différents, un petit peu qui sont un peu connotés par notre plume, une façon de tourner les phrases qui serait en rapport avec son style, avec ce qu'on aime faire et cetera. Bref, c'est un exercice qui généralement plaît à l'auteur. Mais la question qu'on doit toujours se poser, c'est est-ce que ça va plaire au lecteur? Parce que ce que je dis assez souvent, c'est que certes, on écrit pour nous, l'acte d'écriture est quelque chose de très en rapport avec l'imagination interne et puis son moi intérieur, et c'est ce qu'on a dans les tripes, hein, ça passe par nos émotions les plus profondes, etc. Donc évidemment qu'on écrit pour soi-même, mais on écrit surtout pour un public. Et quand on écrit, c'est un acte de générosité, c'est un acte qui est destiné à un tiers qu'on ne connaît pas. Et pourtant, il va falloir que les deux se rencontrent, c'est-à-dire l'auteur et le lecteur. Et les deux se rencontrent autour, évidemment, du roman qui devient le support de cette liaison entre auteur et lecteur. Et du coup, il y a un certain nombre d'écueils qu'il faut éviter pour réussir les descriptions qui sont évidemment aussi importantes que les dialogues dans un roman, ça c'est une évidence. Alors, la première chose, c'est ce que j'appellerais les descriptions pavées. Là, c'est valable d'ailleurs pour toutes les techniques d'écriture, que ce soit par exemple les dialogues ou les passages qui sont beaucoup plus explicatifs.
Si on a pendant plusieurs pages des descriptions, eh bien, faut pas se mentir, ça va saouler le lecteur. De la même façon, si on a des dialogues qui durent sur plusieurs pages, eh ben, ça va finir par saouler. En fait, toutes les techniques narratives finissent par fatiguer le lecteur si on a des blocs qui sont sur des dizaines de pages. Donc, il faut y aller pour toutes les techniques avec parcimonie, et particulièrement sur les descriptions, parce que contrairement aux dialogues, qui sont par définition immersifs et qui vont permettre au lecteur d'être plongé dans l'action, dans le dialogue, il va s'imaginer les personnages bouger, etc. La description, elle est beaucoup plus statique. Et on n'est plus du tout, alors heureusement ou malheureusement, on n'est plus du tout à l'époque de Chateaubriand, de Balzac et de Stendhal. On est dans une époque qui est beaucoup plus moderne, évidemment, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui, dans sa modernité, va rechercher des choses qui vont bien plus droit au but, avec une plume qui est beaucoup plus resserrée. Et quand on dit qu'une plume est plus resserrée, ça veut dire que les descriptions vont pas tourner autour du pot pendant des pages et des pages et vont livrer l'information relativement rapidement. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'éclater dans les descriptions et il ne faut pas un peu montrer au lecteur toute l'étendue de notre savoir-faire en matière de maniement des mots, ça c'est une évidence. Mais il faut toujours se dire et se demander surtout, est-ce que le lecteur en a vraiment besoin pour comprendre et apprécier l'histoire? Ou est-ce que finalement, je ne suis pas en train de me faire plus plaisir à moi que au lecteur? Et la description, d'ailleurs tout comme le dialogue, comme toutes les techniques narratives, doivent être au service de l'histoire, au service de l'intrigue. Et c'est pas l'inverse. C'est pas l'histoire et l'intrigue qui sont au service de la prose, la façon dont on aime écrire des dialogues et la façon dont on aime écrire des descriptions. Donc quand on est à travailler sur les descriptions, il faut réussir ce jeu d'équilibriste entre moi, ce que j'ai envie d'écrire et ce que j'aime écrire et ce dont a besoin le lecteur. Et donc ça, c'est très important de se poser la question en amont. Et puis, il ne faut pas oublier que la description, contrairement au dialogue, je compare beaucoup les deux parce que ce sont deux techniques narratives qui poursuivent le même objectif, c'est-à-dire qui livrent une information au lecteur, mais elles sont dans leur construction complètement différentes. Ce qu'il y a, c'est que les descriptions vont livrer une information descendante. C'est-à-dire que le lecteur va recevoir l'information qu'on lui donne, mais va être beaucoup plus dans la passivité qu'un dialogue. Pourquoi? Parce que le dialogue, par définition, il est beaucoup plus en mouvement. On va faire des personnages qui vont bouger, qui vont se parler, parfois ils vont se crier dessus, les dialogues vont peut-être amener des émotions fortes, etc. Et même quand le dialogue livre une information, cette information, elle est par définition mise en scène beaucoup plus facilement que dans une description. Donc, la lecture d'un dialogue est par définition beaucoup plus active, c'est-à-dire qu'on associe le lecteur au déroulé du dialogue. Et lui va se sentir complètement immergé dans ce dialogue en imaginant les personnages qui sont en train d'interagir, qui sont en train de bouger, etc., etc. La description, c'est beaucoup plus statique, par définition. Donc, il faut vraiment que ces descriptions soient faites de manière suffisamment longue pour qu'on comprenne ce dont il est question, mais aussi suffisamment courte pour que le lecteur ne se lasse pas. Et alors, la difficulté de la description, et là je m'adresse surtout à ceux et celles d'entre vous qui écrivent des livres de fantaisie, c'est que des descriptions qui sont trop longues sont souvent en rapport avec une problématique de manque on est très peu sûr de soi lorsqu'on écrit et lorsqu'on fait des descriptions trop longues. Je m'explique. Quand on fait des descriptions extrêmement longues, c'est que en tant qu'auteur, on veut vraiment être certain que le lecteur comprenne ce qui se passe et ce qui est de l'ordre de l'esthétique de notre monde, puisque les descriptions font renvoi à l'esthétique ou à la manière dont un personnage intériorise des émotions ou la manière dont un personnage est en train de faire quelque chose. Et donc, le problème, c'est que on a tellement peur que le lecteur ne comprenne pas et ne voit pas exactement ce qu'on veut lui faire passer comme information que on en fait des tonnes.
Et tout simplement parce que quand on est en matière de littérature de l'imaginaire, évidemment, on construit toute une réalité et tout un monde. Et du coup, on a une vision extrêmement précise de ce monde. Et on aime tellement ce qu'on a créé, ce qui est évidemment normal, hein, on a suffisamment transpiré pour créer tout ce qu'on a créé, hein, notre monde, la société, l'esthétique, l'environnement, etc. Et on a tellement peur que ce lecteur ne voit pas exactement ce qu'on veut voir que du coup, ben, on surinvestit ces descriptions. Parce que du coup, on se dit, bah là, plus je vais en donner, plus je vais de donner de détails sur ce que je suis en train d'expliquer, et plus je suis certain que le lecteur va comprendre les choses et va voir les mêmes choses que moi, je vois depuis le début, depuis que j'ai créé mon monde. Et là, il faut faire un peu le deuil de cette volonté qu'on a d'avoir exactement la même vision que le lecteur. Il faut accepter de laisser un peu de marge de manœuvre au lecteur dans la façon dont il va avoir de se projeter dans la description. Pourquoi? Parce que si une description ne laisse place à aucune imagination de la part du lecteur, il va se produire une lecture extrêmement passive. Parce que le lecteur va être submergé par une quantité assez ahurissante de détails et du coup, il va rester là, il va ouvrir la bouche et il va ingurgiter la totalité des informations qu'on va lui donner. Et il va être complètement passif. Alors que si on permet au lecteur de broder autour de certaines de nos descriptions, alors là, son imagination va prendre le dessus et il va se mettre à visualiser lui-même le monde qu'on est en train de décrire. Et là, on revient à une lecture beaucoup plus active. Et donc ça, c'est important. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est pas grave si le lecteur n'a pas exactement la même vision d'un physique d'un personnage ou de la décoration intérieure d'une maison ou de la façon dont une cité est organisée ou la façon dont on a construit les maisons, l'esthétique des toitures ou que sais-je encore. Donc ça, c'est pas très grave en fait. Et même, c'est super important parce que le lecteur, en s'imaginant tout un tas d'esthétiques liées à l'environnement dans lequel évoluent les personnages, du coup, va s'approprier l'histoire. Et c'est vraiment important que le lecteur s'approprie l'histoire et s'approprie les personnages. Et c'est même très important dans le sens où il va peut-être interagir avec d'autres lecteurs qui auront lu ton livre et peut-être qu'ils vont échanger. Ah oui, toi t'as imaginé ça, moi j'avais plutôt imaginé ça. Et c'est justement ce qui conduit les querelles indéfinies entre les puristes et ceux qui le sont moins lorsque on a une adaptation cinématographique par exemple de l'œuvre. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui fait vivre l'œuvre. Donc il faut que tu laisses au lecteur le soin de s'approprier un peu ton monde et l'esthétique que tu veux véhiculer dans ta description. Ensuite, la deuxième erreur, qui est peut-être la plus courante, j'ai envie de dire, ce sont les descriptions qui ne font appel qu'à un seul sens. Et c'est assez facile de tomber dans cet écueil parce que le premier réflexe qu'on a, c'est de décrire ce que le lecteur voit. Puisqu'il entre dans une pièce, il entre dans un monde, dans une ville, dans une forêt, peu importe. Et c'est très facile de ne faire appel que à la vision. Or, ne faire appel qu'à la vision du lecteur, c'est réduire les champs du possible et réduire vraiment sa perception de la réalité que tu es en train de décrire. Parce qu'un être humain perçoit son environnement par ses 5 sens et pas uniquement par la vision. Donc, si tu veux qu'il soit immergé totalement dans ton histoire, eh bien, il faut que tu fasses appel à ces 5 sens. Donc, ce qui veut dire que tu vas évidemment actionner sa vision, mais tu vas actionner aussi ce qu'il entend, ce qu'il sent, éventuellement ce qu'il peut goûter et ce qu'il peut entendre, par exemple. Alors attention, tout est affaire de subtilité, je le dis assez souvent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire appel aux 5 sens systématiquement dans toutes tes descriptions. C'est-à-dire que dans chacune des descriptions, tu fais appel à un ou deux sens, mais tu les changes en fait.
d'une description à l'autre. De temps en temps, tu fais appel à l'ouïe, au goût, par exemple, et puis dans une autre description, tu fais appel à la vision et à l'oreille, par exemple, mais ne fais pas systématiquement des descriptions en faisant appel aux cinq sens, parce que là, du coup, ça finira par être un peu, par être un peu lourd, en fait. Donc, réfléchis bien et quand tu mets en scène tes descriptions, demande-toi, ok, là c'est ce qu'il voit, là c'est ce qu'il entend, là c'est ce qu'il goûte, là c'est ce qu'il peut sentir, etc., etc. Donc c'est important de faire appel à ces différents sens. Ça peut être même aussi ce qu'il perçoit, ce qu'il intègre plus ou moins inconsciemment. Ça peut être aussi une sorte de sixième sens que le personnage peut développer. C'est tout à fait possible. Et puis, dernière erreur, ce sont les descriptions-explications. En fait, c'est l'écueil de cacher dans tes descriptions des pavés d'explications et de te servir de ces descriptions et de cacher des explications. Il faut les deux dans un roman, c'est-à-dire que tu vas avoir des passages où tu n'auras pas besoin de décrire quelque chose, mais tu vas avoir besoin d'expliquer quelque chose. Et là, on sera dans une explication. Et il en faut dans les romans. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir tout expliquer par des dialogues, par exemple. Donc, à un moment, tu vas avoir des passages d'explication. Et ça n'a rien à voir avec les passages de description. En fait, ils n'ont pas le même objectif. Les descriptions sont là pour faire en sorte d'immerger le lecteur dans un environnement. Et plus tu vas l'immerger dans un environnement, et plus évidemment le caractère d'illusion et la prouesse liée au tour de passe-passe que tu fais vis-à-vis du lecteur et qui consiste à lui dire ben c'est comme si c'était vrai, là le temps de la lecture, ce que tu es en train de lire, ça pourrait être vrai. Donc la description sert à ça. Elle sert à plonger le lecteur le temps de la lecture de son passage ou de la lecture du roman. Ça sert à ça, la description. Alors que l'explication, du coup, elle a un objectif différent. Elle est là pour, par définition, elle est là pour expliquer certaines choses que l'on ne peut pas faire passer à l'intérieur des dialogues, par exemple. Et d'expliquer les règles de ton monde, d'expliquer la réaction d'un personnage ou d'expliquer le background d'un personnage qui explique pourquoi il réagit de telle ou telle manière. Et donc ça, c'est très important que tu comprennes que c'est deux techniques narratives différentes. Alors évidemment, tu peux les mélanger, c'est-à-dire que tu peux alterner, et je t'encourage à le faire, tu peux alterner des paragraphes de description et des paragraphes d'explication. Et c'est d'ailleurs recommandé pour éviter, de nouveau, d'avoir des pavés entiers d'une seule technique narrative. Tu en as plusieurs, les trois principales ce sont les explications, les descriptions et les dialogues, donc joue avec ces différentes techniques et alterne ces techniques. Là aussi, subtilité est de mise, ne fais pas systématiquement un paragraphe, un dialogue, un paragraphe, une description, un paragraphe d'explication et rebelote du coup un paragraphe de dialogue, un paragraphe de description, etc., etc. Parce que du coup, tu vas cadencer de manière très artificielle ton roman et c'est ce que tu veux absolument éviter. Voilà ce que je voulais te dire sur les 3 erreurs les plus récurrentes sur les descriptions et j'espère que ça va t'être utile. Et avant de te laisser, je te rappelle que si tu veux encore plus de contenu, je te donne rendez-vous sur licar.fr, licares.fr, et je t'encourage à t'abonner à notre newsletter parce que tous les vendredis, on te donne encore plus de conseils d'écriture. Et moi, je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.